Sommes-nous à l'aube de la fin de la République démocratique du Congo? Le changement de constitution, le piège d'une implosion espérée et d'une balkanisation totale. Article de John Goose à Carlibon, le 25 mars 2026. Avant d'aborder la question du changement de constitution, il est essentiel de se rappeler d'où nous venons. Il n'y a pas si longtemps, la République démocratique du Congo n'était pas cet État unifié que nous connaissons aujourd'hui. Malgré toutes ses fragilités, le pays était morcelé, fragmenté en zones d'influence, contrôlé par des groupes armés congolais, eux-mêmes soutenus, armés ou instrumentalisés par des puissances étrangères. L'autorité de l'État était contestée, parfois inexistante, et l'idée même d'une nation congolaise semblait vaciller. C'est dans ce contexte de tensions extrêmes, de méfiance généralisée et de fatigue collective que la Constitution actuelle a vu le jour. Personne ne prétend qu'elle est parfaite. Elle porte en elle les compromis, les concessions et les limites d'une époque marquée par la sortie de crise. Mais une chose est fondamentale. Elle a été soumise au peuple congolais par référendum. Elle n'a pas été imposée par la force ni dictée par une seule faction. Elle est le fruit d'un moment où, malgré nos divisions, nous avons accepté de nous retrouver autour d'un socle commun. Cette constitution est plus qu'un simple texte juridique. Elle est devenue, au fil du temps, le document qui nous relie, le pacte minimal qui permet à des Congolais de toutes origines, de toutes provinces et de toute sensibilité de continuer à se reconnaître dans un même État. Elle est en quelque sorte le fil qui maintient encore ensemble les morceaux d'un pays qui a déjà connu les risques réels de dislocation. Aujourd'hui, dans un contexte à nouveau marqué par la guerre à l'Est, par des tensions internes persistantes et parce que certains n'hésitent ne plus à qualifier de balkanisation de fait, la question de son changement revient avec insistance. Cela mérite réflexion, calme et lucidité. Car au-delà des arguments politiques ou juridiques avancés, une interrogation de fond s'impose. Quelles seraient les conséquences du retrait ou de l'affaiblissement de ce document qui, jusqu'ici, lie tous les Congolais? Pourquoi vouloir modifier en profondeur la Constitution maintenant, dans un moment aussi critique de notre histoire nationale? Quels sont les pièges, visibles ou invisibles, que pourraient ne pas percevoir ceux qui portent ce projet ou qu'ils choisissent d'ignorer, notamment si cette volonté s'inscrit dans une logique de conservation du pouvoir, comme on a pu l'observer chez certains dirigeants africains? Si implosion il devait y avoir, comment pourrait-elle se manifester concrètement? Et surtout, en quoi un tel processus pourrait-il accélérer ou consacrer une balkanisation totale du pays? Autant de questions graves qui méritent d'être posées sans passion, mais avec une profonde responsabilité. 1. Quelles seraient les conséquences du retrait ou de l'affaiblissement de ce document qui, jusqu'ici, lie tous les Congolais? Si la constitution actuelle venait à être retirée ou profondément affaiblie, il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Nous, Congolais, perdrions le seul document juridique et légal qui nous lie encore de manière formelle. Car au-delà des discours officiels, notre réalité est connue. Le tissu national congolais est profondément fragile. Nous ne sommes pas un peuple homogène et nous ne l'avons jamais été. La RDC est une mosaïque complexe d'anciens empires, de royaumes et de chefferies, chacun avec son histoire, ses équilibres, ses loyautés. Ces entités ont été regroupées dans un même espace étatique par la colonisation, souvent sans véritable consentement ni construction progressive d'un sentiment national partagé. Nos histoires respectives remontent à des centaines, parfois des milliers d'années. Face à cela, 66 ans d'indépendance marqués par des crises politiques, des guerres, des ingérences étrangères et des tensions internes n'ont pas suffi à effacer ou même à atténuer profondément les appartenances tribales au profit d'une identité nationale forte et unifiée. C'est une réalité sociologique, pas un jugement de valeur.
Dans ce contexte, la Constitution actuelle joue un rôle essentiel. Elle n'est pas parfaite, mais elle constitue ce socle minimal, ce cadre accepté par la majorité qui permet à ces différentes composantes de coexister au sein d'un même État. Elle est en quelque sorte le contrat qui nous empêche de basculer complètement dans la logique du chacun pour soi. La fragiliser ou la faire tomber sans alternative crédible et incontestée, c'est ouvrir la porte à une division effective. C'est prendre le risque d'un retour à une situation préconstitutionnelle où plus rien ne lie formellement les différentes parties du pays. Et dans un contexte déjà marqué par des zones échappant au contrôle de l'État, cela pourrait accélérer une dynamique de fragmentation que certains dénoncent déjà comme une balkanisation de fait. Se pose alors la question de la crédibilité du processus de remplacement. Comment organiser un référendum véritablement représentatif alors qu'une partie du territoire national est sous contrôle de groupes rebelles ? Peut-on parler de volonté populaire lorsque tous les citoyens ne peuvent ni participer librement, ni être sécurisés dans leur expression ? À cela s'ajoute une autre inquiétude légitime. Un référendum est une élection, et dans de nombreux contextes africains, les processus électoraux sont souvent contestés pour leur manque de transparence et d'impartialité. Lorsqu'un pouvoir en place initie lui-même un changement constitutionnel, organise le référendum et en supervise les résultats, le doute s'installe. Le risque d'un scrutin orienté, dont l'issue serait connue d'avance, n'est pas théorique, il est documenté ailleurs sur le continent. Et plus grave encore serait l'hypothèse d'un changement de constitution sans passer par un référendum. Dans ce cas, ce ne serait plus seulement un problème de crédibilité, mais une rupture directe avec le principe même de souveraineté populaire. Dès lors, une interrogation s'impose, avec sérieux et responsabilité. Pourquoi vouloir modifier en profondeur la Constitution maintenant, dans un moment aussi critique de notre histoire nationale ? Pourquoi ne pas envisager des amendements ciblés dans le respect du cadre existant plutôt qu'une refonte totale ? Et surtout, pourquoi ces zones d'ombre autour des articles qui poseraient problème et que certains souhaitent voir disparaître ou transformer ? 2. Pourquoi vouloir modifier en profondeur la Constitution maintenant dans un moment aussi critique de notre histoire nationale ? Poser cette question, ce n'est pas s'opposer par principe à toute évolution institutionnelle. Une constitution n'est pas un texte figé pour l'éternité. Mais le timing, lui, n'est jamais neutre. Aujourd'hui, la RDC fait face à une guerre persistante à l'Est, à des tensions politiques internes, à des défis économiques majeurs et à une fragilité institutionnelle réelle. Dans un tel contexte, engager un chantier aussi lourd et aussi sensible qu'une refonte constitutionnelle interroge forcément. Car une réforme constitutionnelle profonde n'est pas un simple exercice technique. C'est un moment de redéfinition des règles du jeu, donc un moment de tension potentielle. Cela mobilise les acteurs politiques, crispe les positions, polarise le débat public. Est-ce réellement la priorité nationale aujourd'hui, ou est-ce que cela risque de détourner l'attention et les ressources d'enjeux plus urgents comme la sécurité du territoire, la cohésion nationale et la stabilité des institutions ? Il est difficile d'ignorer que les révisions constitutionnelles profondes ont souvent coïncidé avec des logiques de maintien ou de consolidation du pouvoir. Il est légitime de se demander si cette dynamique n'est pas, au moins en partie, à l'œuvre. L'histoire récente du continent invite à la prudence. Pourquoi ne pas envisager des amendements ciblés, dans le respect du cadre existant, plutôt qu'une refonte totale ? C'est sans doute l'une des questions les plus rationnelles. Si la Constitution actuelle présente des limites, ce que beaucoup reconnaissent, pourquoi ne pas corriger ce qui doit l'être, sans remettre en cause l'ensemble de l'édifice ? L'amendement permet d'ajuster, d'améliorer, de moderniser, tout en préservant la continuité de l'État. Il offre une voie médiane entre immobilisme et rupture. Une refonte totale, en revanche, crée une incertitude beaucoup plus grande.
Elle ouvre la porte à une redéfinition globale des équilibres institutionnels, parfois au-delà des intentions initiales affichées. Dans un pays où les équilibres sont déjà fragiles, où la confiance entre acteurs politiques est limitée et où la cohésion nationale repose en partie sur des compromis délicats, la prudence devrait être une ligne de conduite. Réparer est souvent plus sage que reconstruire entièrement, surtout lorsque les fondations, bien que imparfaites, tiennent encore. Et surtout, pourquoi ces zones d'ombre autour des articles qui poseraient problème et que certains souhaitent voir disparaître ou transformer? C'est ici que le débat devient plus sensible. Toute volonté de réforme constitutionnelle devrait s'accompagner de clarté, de transparence et de pédagogie. Quels sont précisément les articles concernés? Pourquoi posent-ils problème? Quelles sont les modifications envisagées et dans quel intérêt? Lorsque ces éléments ne sont pas clairement exposés, le doute s'installe. Et dans un contexte politique comme celui de la RDC, le doute nourrit la méfiance. Les zones d'ombre ne sont jamais anodines. Elles peuvent cacher des intentions difficiles à assumer publiquement ou simplement révéler un manque de préparation et de consensus. Dans les deux cas, cela pose problème. Une constitution ne se modifie pas dans le flou ni dans la précipitation. Elle exige un débat national ouvert, inclusif et honnête. Car au fond, la question n'est pas seulement juridique. Elle est politique, historique et même morale. À qui profite réellement ce changement? Est-ce une réforme pensée pour renforcer l'État et protéger l'intérêt général, ou une transformation qui risque de fragiliser davantage un pays déjà sous pression? Tant que ces questions ne trouvent pas de réponse claire, le risque est grand que cette initiative soit perçue non pas comme une avancée, mais comme une source supplémentaire d'incertitude dans un moment où la RDC a, plus que jamais, besoin de stabilité, de cohésion et de confiance. 3. Pièges visibles et invisibles. Quels sont donc les pièges, visibles ou invisibles, que pourraient ne pas percevoir ceux qui portent ce projet, ou qu'ils choisissent d'ignorer? Le premier piège, peut-être le plus dangereux, est celui d'une lecture incomplète du silence ambiant. Le faible engouement populaire, l'absence relative de mobilisation massive, que ce soit du côté de l'opposition politique ou des groupes armés, peuvent donner l'illusion d'un terrain neutre, voire favorable. Mais en réalité, ce silence peut masquer des calculs beaucoup plus profonds, car certains acteurs, visibles ou non, pourraient voir dans ce débat sur la Constitution non pas une réforme institutionnelle, mais une opportunité stratégique. Une fenêtre, un prétexte. Prétexte pour contester la légitimité de l'État central. Prétexte pour relancer des revendications anciennes. Prétexte, enfin, pour pousser des agendas de sécession ou d'autodétermination. Tous ceux qui semblent passifs aujourd'hui ne sont pas nécessairement indifférents. Certains attendent peut-être simplement le moment opportun. Un autre piège réside dans les illusions de certains partisans du changement. Il y a ceux qui soutiennent cette réforme en pensant qu'elle ouvrira des brèches politiques, qu'elle rebattra les cartes et leur permettra, demain, d'accéder au pouvoir. Ils voient une opportunité là où se cache peut-être une instabilité durable. L'histoire montre pourtant que lorsqu'un cadre institutionnel est fragilisé, personne ne contrôle réellement ce qui en sort. Ceux qui pensent en bénéficier peuvent tout aussi bien en être les premières victimes. À l'opposé, d'autres ne cherchent même pas à jouer le jeu national. Pour eux, toute modification du pacte constitutionnel est une occasion de s'en affranchir. Le discours est souvent le même et il est dangereux. Cette constitution ne nous concerne pas, c'est la constitution des belligérants. Ou demain, peut-être, cette nouvelle constitution ne concerne que ceux qui l'ont écrite. Ce type de rhétorique est bien connu. Il est souvent le prélude aux revendications d'autodétermination. Et il ne faut pas se tromper de lecture géographique. L'attention est souvent tournée vers certaines régions historiquement associées à des velléités sécessionnistes. Mais les dynamiques profondes sont parfois ailleurs.
Des provinces comme le Congo central, le Grand Équateur ou encore certaines parties de l'ancienne province orientale pourraient, dans un contexte de vide ou de contestation de légitimité, surprendre. Ce qui s'y dit, ce qui s'y pense, est souvent moins documenté, mais pas inexistant. Il existe également une perception qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main selon laquelle un changement de constitution pourrait être interprété comme la consolidation d'un pouvoir au profit d'un groupe, d'une région ou d'une élite, avec une volonté de verrouillage à long terme. Qu'elle soit fondée ou non, cette perception est en elle-même un facteur de risque. Car dans un pays aussi sensible que le nôtre, la perception peut rapidement devenir réalité politique. À cela s'ajoute un autre danger, plus subtil, mais tout aussi destructeur. Le triomphalisme, l'arrogance et l'intolérance face aux voix discordantes. Lorsqu'un camp estime détenir seul la légitimité, lorsqu'il rejette toute critique comme illégitime ou ennemie, il creuse lui-même les lignes de fracture. Comme le dit la sagesse ancienne, l'arrogance précède la chute. À l'inverse, l'humilité est une force. Elle protège, elle rassemble, elle prépare la stabilité. La question du changement de constitution, dans le contexte actuel, n'est donc pas un simple débat juridique. C'est une véritable bombe politique, institutionnelle et même identitaire. Une bombe dont les conséquences pourraient échapper à tous, y compris à ceux qui pensent aujourd'hui pouvoir la contrôler. Dès lors, une inquiétude majeure se dessine. Si implosion il devait y avoir, comment pourrait-elle se manifester concrètement? Et surtout, en quoi un tel processus pourrait-il accélérer ou consacrer une balkanisation totale du pays? 4. Changement de constitution, adieu la RDC. Si implosion il devait y avoir, elle ne viendrait pas forcément sous la forme d'un événement unique, spectaculaire, que tout le monde verrait venir. Elle serait progressive, diffuse, presque insidieuse. Elle commencerait par une perte de légitimité du cadre central, une contestation ici, une désobéissance là, des institutions remises en cause, des autorités locales qui prennent leur distance, des zones où l'État n'est plus reconnu que de nom. Très vite, cette dynamique pourrait créer un effet domino, car il faut le dire clairement, si une partie de la RDC bascule dans une logique de rupture, ce ne sera pas un cas isolé. C'est tout l'édifice qui sera fragilisé. Contrairement à ce que certains semblent penser, la balkanisation n'est pas un phénomène contrôlable ou limité géographiquement. Une fois enclenchée, elle devient contagieuse. Il existe déjà, de manière latente, une cassure entre Kinshasa et plusieurs provinces. Beaucoup, dans les territoires éloignés du centre du pouvoir, ont le sentiment de ne pas être compris ou d'être considérés uniquement comme des sources de richesse. Une vache à lait au service de la capitale. Que ce ressenti soit totalement fondé ou en partie exagéré importe peu. Il existe et il pèse. Dans un contexte de fragilisation constitutionnelle, ce type de perception peut rapidement se transformer en revendication politique. Certains parlent de balkanisation, d'autres évoquent une forme de soudanisation. Mais au fond, les mots importent peu. Ce qui se profile, c'est une implosion, la fin progressive de l'État tel que nous l'avons connu, le Congo, le Zaïre, la RDC. Et dans un tel scénario, une question simple mais brutale s'impose. À quoi aura servi le changement de constitution? Gouverner quoi? Sur quel territoire? Avec quelle légitimité? La RDC n'est pas un pays comme les autres. Par sa taille, par sa diversité, par son histoire et par les intérêts qu'elle suscite, toute instabilité majeure peut rapidement dégénérer en une multiplication de foyers de conflits. Ce ne serait pas une crise unique, mais une prolifération de tensions locales, régionales, identitaires, économiques. Le pays deviendrait extrêmement difficile, voire impossible à gouverner. À terme, 2 options seulement pourraient émerger et aucune n'est souhaitable. Soit un État officiellement unifié mais en réalité ingouvernable,
fragmenté par une multitude de fronts et de conflits internes, soit une reconnaissance progressive, imposée ou subie, de la fragmentation, c'est-à-dire une balkanisation de fait. Dans les deux cas, c'est la fin de la RDC telle que nous la connaissons. Ce scénario, certains diront qu'il est exagéré. Pourtant, l'idée d'un Congo affaibli, fragmenté, divisé n'est pas nouvelle. Elle a été évoquée, pensée, parfois même encouragée dans certains cercles internationaux depuis des décennies. Mais jusqu'ici, elle s'est toujours heurtée à une réalité. Malgré toutes leurs différences, les Congolais ont, dans les moments critiques, su préserver un minimum d'unité. La question aujourd'hui est plus grave encore. Que se passe-t-il lorsque la division ne vient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur? Lorsque ce sont les fils et les filles du pays eux-mêmes qui fragilisent ce qui les unit? La RDC pourra-t-elle résister à une telle dynamique? Il faut peut-être revenir à une vérité simple que nous avons trop longtemps négligée. On a souvent dit que la plus grande richesse du Congo résidait dans ses minerais, ses terres ou même son capital humain. C'est une erreur. Sa véritable richesse, sa ressource la plus précieuse, c'est son unité. Fragile, imparfaite, mais essentielle. Si cette unité est brisée, alors ce ne sont pas seulement des institutions qui disparaissent. C'est un pays, une histoire commune, une destinée collective. Comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Le changement de constitution, dans les conditions actuelles, ne serait pas seulement une réforme. Il pourrait devenir un acte aux conséquences irréversibles. Non seulement il fragiliserait le tissu qui nous lie, mais il reviendrait, en réalité, à scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis.